Bienvenue sur le podcast de la SAFIL, Éclat de français. Vous écoutez l'épisode 1 sur la ludo-éducation. Bienvenue dans le podcast de la SAFIL. Ce podcast s'appelle Éclat de français et ce premier épisode s'intitule la ludo-éducation. Donc la SAFIL est une organisation dédiée à la promotion et à la défense des droits et des intérêts de la communauté acadienne et francophone de l'île du Prince-Édouard. Elle soutient les initiatives qui visent à renforcer la présence et le rayonnement de la langue française sur l'île. On va recevoir aujourd'hui 3 invités et la première invitée est Ghislaine Cormier. Tu t'y attendais pas, c'est ça? J'avais pas donné d'ordre de passage. non, c'est ça. Donc Ghislaine est la directrice générale de la Fédération culturelle de l'île du Prince-Édouard. Oui, allô? C'est bien moi. C'est toi. Est-ce que tu peux te présenter un peu? Mon nom, c'est Ghislaine Cormier. Je suis, comme tu mentionnais, je suis directrice de la Fédération culturelle de l'île du Prince-Édouard. On en jasait tantôt, ça fait déjà plus de 13 ans que je suis directrice. Alors, 13 ans, ça fait... quand on dit des problèmes de rétention, c'est pas chez nous. Et puis, je suis entrepreneur, j'ai travaillé dans beaucoup de différents domaines dans ma petite vie. Je suis originaire... J'ai grandi, disons, dans la région évangéline, à l'île du Prince-Édouard. Et puis, mes parents viennent de la Nouvelle-Écosse. Alors, j'ai un peu un accent un petit peu différent que certaines personnes de la région évangéline parce que je suis différent français qui était parlé à la maison. Alors, mais j'ai voyagé beaucoup dans ma petite vie, puis j'ai fait beaucoup de voyages, j'ai fait beaucoup de différents projets, beaucoup de différents domaines. Et puis, je suis revenue à l'île il y a à peu près 15 ans parce que je retrouvais pas vraiment qu'est-ce que je cherchais autre qu'à l'île du Prince-Édouard. Oui. Ouais. C'était quoi exactement? C'est Cette sensation de maison peut-être? Sensation de maison, sensation de communauté. C'est l'aspect communautaire, puis je sais qu'on en parle beaucoup, puis on va en parler beaucoup. C'est un feeling qui est très difficile à trouver. Même, j'ai vu à Moncton, juste de l'autre côté. Je regarde, il y en a un du Nouveau-Brunswick ici. Alors, et puis, à un moment donné, j'ai même vu juste à côté, puis c'était pas très loin. Puis, il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose dans moi, il manquait quelque chose que j'ai pas retrouvé avant que je suis revenue à l'île du Prince-Édouard et puis dans cette communauté. C'est quelque chose de très spécial. Oui. Est-ce que tu dirais que la langue française apporte beaucoup justement à ce sentiment de communauté que tu cherchais et que tu retrouves ici à Lille? Je te dirais oui et non, parce que la plupart des endroits où j'ai demeuré étaient des endroits francophones. Je cherchais un peu, je pensais, si je vais m'installer dans une place comme à Montréal, je vais me ressentir encore la même chose que je ressentais à l'île du Prince-Édouard, mais je ne retrouvais jamais Montréal, c'est gros, c'est bruyant, mais je ne retrouvais pas ce sens de communauté-là. Même chose que j'allais en Europe ou des choses comme ça. Je ne retrouvais vraiment pas, mais j'aboutissais toujours dans des pays ou des provinces qui parlaient le français. Puis, revenant à l'île du Prince-Édouard, il y a quelque chose de très spécial. Et je pense, à l'île fait quelque chose de magique. Oui. Et nos communautés francophones font quelque chose de très spécial. Est-ce que tu dirais que tu vois la différence quand tu es sur un territoire où le français est la langue majoritaire, comme par exemple au Québec, à Montréal, comme tu as cité, et comme à Lille, où la langue française est minoritaire? Est-ce que tu dirais que ça a un impact sur justement le sentiment de communauté? Est-ce que peut-être les gens ont tendance à se rapprocher, à se serrer les coudes un peu plus, parce que justement on est minoritaire, donc on va essayer de faire en sorte que
la langue française pèse plus dans la balance? Ouais, qu'il y a une importance. Il y a une importance de mise nécessairement dessus. Cet aspect-là de préservation, je pense. Ouais. Je pense que ma plus grosse réalisation quand j'étais plus jeune, c'est arriver en Belgique. Ouais. Puis arriver en Belgique dans un espace où la francophonie était majoritaire et puis le flamand était minoritaire. D'accord. Puis je me retrouvais quasi plus avoir des liens avec les flamands qu'avec les francophones parce qu'il y avait cet aspect-là de minorité que... C'est drôle quand tu n'as jamais vu une majorité. C'est très difficile de même d'imaginer que comme, OK, ben je vais organiser un événement ou je vais faire quelque chose ou je crée un produit puis que tout le monde va s'en servir versus juste, on est tellement je sais pas comment dire, mais on est presque élevé ou enseigné que c'est cette façon-là, fait que ça va juste être toujours pour un petit groupe de personnes. Pour un petit groupe de personnes. Mais ce petit groupe de personnes-là, ce que je trouve qui est fascinant, c'est que ça devient très spécial, très vite, très coin, très proche. Oui, T'es très, très proche des gens très vite. Oui. Ça fait juste 30 secondes qu'on se connaît. Mais Exactement. Ça fait comme... Jamais. Ça fait toujours jamais qu'on se connaît. Tu sais, fait que ouais. Oui. Non, il y a quelque chose de spécial, là. Et puis, du coup, cette chose de spécial dont tu parles, comment tu l'as traduit dans ton travail à la Fédération culturelle de Lille? Comment est-ce que tu essayes finalement de transmettre, et donc là on revient au terme un peu de ludo-éducation, comment tu essayes de éduquer finalement les gens dans toutes les activités que vous faites? Comment faire un peu la sensibilisation exactement de notre culture à travers de tout ça. Je suis comme un petit peu off-script, là, mais... Non, mais... ça y va, là. Mais c'est... Voilà. Je taquine, là. Mais je pense que, comme, il y a juste une manière de... je l'ai dit d'une drôle de manière, parce que je dis pas beaucoup de choses quand on vient des rencontres nationales et des choses comme ça. D'habitude, je suis assez... mais je pense que, je dis... À un moment donné, c'est qu'on parlait sur tellement d'affaires qui étaient négatives et que c'était vraiment... Tout était très difficile et challenging. Et puis j'ai dit à un moment donné, j'ai dit, ben, je peux te dire quelque chose parce que moi, je pense qu'on est vraiment cool. Ça fait qu'à un moment, à la fin de la journée, oui, là. ça nous fait une comme spéciale d'une manière que personne d'autre y est. Comme à l'île du Prince-Édouard, on est les seuls... T'sais, même si on est vraiment petit, des fois, les gens voient ça comme une chose négative. Et moi, je vois ça tellement comme une chose positive parce qu'il n'y a personne d'autre comme nous autres. Il n'y a personne d'autre comme nous autres. Fait qu'il n'y a personne d'autre qui a ça trait-là. Il n'y a personne... Moi, nous autres... L'essence, finalement, de la culture acadienne de l'île, finalement, tu sens que c'est quelque chose qui est assez fort et qui ressort. Oui, absolument. Quand je vivais à Moncton, on nous disait « Ah, les filles de l'île, là, vous êtes assez exotiques », qu'ils disaient. Puis j'étais comme « Qu'est-ce que vous voulez dire? » Parce que c'était leur manière de nous dire qu'on n'était pas pareil qu'eux autres. Ouais. Mais qu'à quelque part, c'est pas une chose négative, c'est une chose, je pense, positive parce qu'on se démarque d'une différente manière. Fait que les gens, au lieu de voir ça comme un négatif, vont trouver ça très intéressant à venir visiter. De voir à travers nos activités, nos projets. Ils vont trouver ça... Des fois, c'est un peu gênant, on ne se le cachera pas, surtout s'ils ne parlent pas la langue. Oui. Mais à la fin de la journée, je pense que la plupart des autres trouvent ça extrêmement intéressant. Puis même, ils sont curieux. Tu sais, c'est comme quelque chose de vraiment comme, OK, ben on va aller piquer comme ce qu'ils font, les francophones. Tu sais, on veut savoir, mais ils sont un peu gênés. Tu sais, fait que, ouais. Et donc, comment tu trouves le... Parce qu'en ce moment, je dirais que la langue anglaise peut sembler peut-être en fonction des activités et aussi parce qu'elles sont en nombre comparées aux activités francophones et pour cause, parce que les francophones sont minoritaires tout simplement. Comment est-ce que, selon toi, pas selon toi, mais dans ton travail, vous allez aller chercher le petit quelque chose qui va faire que l'activité francophone va être plus attrayante que l'activité anglophone? Qu'est-ce qui fait que vous vous dites, OK, cette activité-là, c'est ce qui va faire venir les gens, même si en face de nous, on a telle activité anglophone?
Oui, tandis puis il y a des chiffres. Ça. Je vais prendre l'exemple. Oui. J'ai 2 exemples en particulier que je pense. On travaille sur un festival à chaque année, mais aussi, même juste il y a 2 semaines, on organisait la Fédération culturelle et gestionnaire des rendez-vous de la francophonie à l'île du Prince-Édouard. Puis on a fait la soirée d'ouverture était à Souris, la communauté de Souris, qui est une communauté majoritairement anglophone. Oh, d'accord. Et puis, mais on était extrêmement choyés et contents de voir que la salle était pleine quand on a fait l'ouverture. On a fait un spectacle. Je pense que c'est vraiment, vraiment bien. J'ai une mentor qui disait toujours c'est quoi le premier degré. Fait que c'est la première couche. La première couche de qui tu vas attirer, c'est qui. Alors, c'est les francophones de la région de Souris. Après ça, la deuxième couche, c'est qui? Ben, c'est les gens de la région de Souris. Après ça, c'est qui? Ben, c'est les autres Acadiens de l'île. Fait que nous autres, quand on fait notre programmation culturelle et artistique, c'est vraiment comme ça qu'on décortique puis on développe des programmations avec cette optique-là de, oui, on a notre public primaire, on a un public secondaire, puis là, on a ceux-là que s'ils viennent, disons, de l'extérieur de l'île du Prince-Édouard, great, on en a une couple de plus, tu sais. Mais on a décidé de faire 6 Hertz parce que c'est un groupe bilingue. On savait que c'est une communauté, c'est une des dernières communautés à avoir son école francophone. C'est une des communautés qui a vraiment je ne vais pas dire de la difficulté à se développer en français, mais c'est quand même ils ont des challenges plus que d'autres. Fait qu'on se disait, t'es un groupe où un des membres a grandi dans cette région-là, 2 autres membres du groupe où les gens les connaissent, 3, le type de musique qui avait été joué était vraiment quelque chose qui attirait la communauté de Souris, peu importe si c'était anglophone ou francophone. L'instrumental parle à tout le monde. Donc, fait qu'à la fin de la soirée, on était, au début, on se disait, si on a 50 personnes, on est content. Puis là, finalement, il y avait 50 personnes qui avaient réservé pour souper, puis là, 70, puis là, finalement, il y avait comme 180 personnes à la soirée. C'est magnifique, ça. Fait que c'est magnifique, puis surtout qu'il y avait des gens d'un peu partout, même qu'il y a une dame de Souris, une anglophone, que je connais de longue date parce que son fils est un ami qui est décédé longtemps passé. Puis elle est venue à moi, puis après le spectacle, elle m'a donné un gros câlin. Puis elle était comme, je suis assez contente de te voir, j'ai presque pas venu ce soir. Puis elle dit, j'ai jamais été à une activité à Souris où je connais personne. Elle connaissait presque personne dans la salle. Puis c'était incroyable de voir. Elle dit, j'ai entendu qu'il y a des gens de Souris cet soir. Fait que tu voyais que le mot se propageait, les gens en parlaient. Le monde était content d'accueillir, puis ils sont pas habitués que les gens viennent les voir non plus de différentes communautés. Donc, qui était vraiment intéressant de voir comment content que les gens de Souris étaient d'accueillir ces gens. Et puis rassembler finalement, exactement. Que ce soit francophone ou anglophone, et finalement rediriger l'intérêt vers la langue française. Exactement. Cette dame-là était anglophone, et puis elle est venue pour l'ouverture des rendez-vous de la francophonie. Puis c'était incroyable de voir les gens, puis c'est ça que j'ai dit, oui, tu sais, là, les buottes et les pinots, ils sont dans le coin là, de la région du Rastico. Puis elle dit en anglais, elle dit, and they drove all this way. C'est comme, fait que tu vois comme l'impact qu'on peut avoir dans des petites communautés. Je pense vraiment que c'est vraiment, il faut y penser quand on développe des fois des programmations pour que ça ait un impact un peu plus fort au niveau global. Oui, donc tu dirais finalement que la meilleure manière d'aller chercher des gens qui sont intéressés par la langue française, mais aussi par la langue anglaise, ce serait vraiment de regrouper tout le monde et de mettre tout le monde dans la même salle. Oui. Pourquoi pas? Oui. Pourquoi pas? C'est ça, je me dis pourquoi pas. Oui. Souvent, on le sait pas, tu sais, puis souvent, les francophones vont aller à des activités en anglais. C'est juste trouver une manière de faire le contraire. On va les assimiler, les Anglais. C'est correct. Oui, mais finalement, c'est comme ça qu'on fait des francophiles. Exactement. Puis les francophiles, s'étant jamais, font des francophones de demain. Donc Absolument. C'est une belle manière, finalement, de faire des connexions. Si les gens peuvent se connaître plus... Pour eux autres, c'est pas nécessaire. Je pense des fois aussi qu'on pense vraiment beaucoup à la langue, mais c'est pas nécessairement la langue qui les différencie ou les sépare. C'est vraiment comme, ils venaient là-bas dessous. Pour eux autres, c'était là-bas de Rustico, là, c'était loin. C'était loin. C'est pas nécessairement la langue qui était la distance, c'était vraiment le kilométrage, à la fin de la journée. Fait que j'ai trouvé ça vraiment... Fait que c'est des activités comme ça, je pense, qui nous rapprochent. Puis on est dans une place tellement petite qui commence à changer, comme
sais, il y a beaucoup de changements à l'île du Prince-Édouard, surtout même dans les dernières dizaines d'années. Ouais, fait que je pense qu'il faut vraiment... Je crois que tout le monde a comme une ouverture. Je pense que si tu viens à une place comme l'île du Prince-Édouard, t'as comme pas le choix d'être un peu plus ouvert. C'est ça, ces dernières années, au niveau de l'immigration, surtout francophone, du coup, on voit de plus en plus de monde qui arrive. Et est-ce que ça se traduit aussi, par exemple, avec la participation lors de vos activités? Est-ce que toi, tu sens que ça reste un noyau vraiment très acadien ou est-ce que ça se développe aussi et c'est acadien, francophone et tout le monde... Ouais, ben, sur le côté d'immigration, moi, j'habite dans la région de Charlottetown. Fait que je vois beaucoup d'immigration de différentes cultures, pas nécessairement juste en francophonie. Moi, je travaille avec toutes les disciplines artistiques confondues. Alors, comme la musique, comme la danse, comme les arts visuels... T'sais, on travaille avec beaucoup différents, le théâtre, le film. Je te dirais que comme les choses qu'on voit pas qu'ils restent vraiment pareils, parce que je vois beaucoup, honnêtement en musique, je vois beaucoup plus de gens du Québec qui migrent ici, puis qui vont immigrer ici, puis qui vont aller, comme j'ai entendu au Baba's Lounge, un bonhomme qui chantait du harmonium l'autre soir, puis ça m'a comme fait drôle. J'étais juste comme pas dans la bonne place pour entendre T'étais comme pas sûre. Québécois. T'étais comme pas sûre d'être au bon endroit. Ouais, j'étais pas sûre d'être au bon endroit, puis ça m'a fait drôle. Mais, fait que je te dirais, en chanson musique, je vois moins de... Il y a encore un aspect très fort de la culture acadienne. Ce qui est bien aussi. Parce que le but, c'est pas non plus de perdre... Non, puis si j'allais vraiment dans le j'essaie d'expliquer à des gens du gouvernement, si on veut vraiment aller dans le noyau de toute l'affaire, comment est-ce que les styles de violon à travers de l'île du Prince-Édouard sont extrêmement différents. Si tu vas dans l'est de l'île, comme à Souris, c'est très écossais. C'est plus dans le coin de Rustico, c'est plus irlandais, c'est plus Downey si tu vas dans l'ouest. Puis là, il y a quelqu'un qui m'a demandé, mais ils font-ils le style de violon de la région Evangeline, là? Tu trouves ça où? J'ai dit, il n'y a personne qui fait ça dans le monde. Juste dans cette petite région-là de l'île du Prince-Édouard, qui fait ça extrêmement spécial, parce qu'il n'y a pas une culture de violon au Nouveau-Brunswick ou en Nouvelle-Écosse. Il n'y a pas de culture comme ça. Fait que ça nous fait extrêmement spécial dans cette manière-là, à l'île du Prince-Édouard. Puis je trouve ça, il ne faudrait jamais perdre ça. Puis par bout, c'est difficile, parce que il n'y a pas toujours de la relève artistique quand ça vient à le violon, parce que je taquinais tantôt parce que je disais aux Camerounais qu'ils devraient apprendre le violon. Fait que je me dis... On aura le temps d'en parler tout à l'heure, je lui demanderai... Il voulait apprendre la guitare, j'ai dit non, t'as dit Prince-Édouard, ici c'est le violon, là. Fait que il y a un aspect de cette culture-là que je pense qu'il faut vraiment préserver, comme le français. Puis je pense que dans la région Evangeline, on a fait beaucoup d'efforts pour le faire. Mais quand je regarde les autres disciplines artistiques, je pense aux films où ce que je vois comme beaucoup de gens s'intéresser dans l'industrie du film qui viennent des places comme la France et la Belgique. Exact. Le théâtre, même chose, des gens comme d'autres communautés francophones en Nouvelle-Écosse et d'autres places qui viennent s'installer à l'île. Puis eux autres sont beaucoup intéressés. Ils font déjà carrière dans ces disciplines artistiques-là, fait qu'on travaille beaucoup avec eux autres. Même chose en art visuel. Fait que dans les autres disciplines artistiques, je vois beaucoup de différentes cultures et d'immigration francophone s'intégrer. Même dans les... Comme, j'ai rencontré une Québécoise il n'y a pas très longtemps, mais elle connaissait presque pas les communautés francophones, mais elle travaille en film, cette femme-là. Et puis, elle arrive à Lille, elle a commencé à travailler avec Film PIA, elle travaille avec une gang d'anglophones, puis elle connaissait personne des communautés francophones. Elle savait même presque pas qu'il y avait C'est dommage, Fait que j'ai dit, viens chez nous, on est juste à côté, comme n'importe quand que tu veux travailler en français, je suis sûre qu'il y a bien du travail, puis il y a plein de gens qui travaillent dans l'industrie du film en français aussi. Fait que je vois que, comme revenant à ta question de l'immigration dans le contexte artistique et culturel, oui, les choses changent. Moi, je suis une personne qui aime beaucoup le voyage. Fait que j'encourage beaucoup de collaborations interculturelles. Ça fait ça fait vraiment des belles choses artistiques qui vont se développer. Mais c'est drôle aussi à dire, même en parlant de la musique, comme les genres de musique ont tous été presque... Ils sont tous inventés. Tu sais, il y a du jazz, il y a du rock. Tu sais, on va probablement pas en inventer beaucoup plus.
On peut pour autant les faire évoluer. Mais pour les faire évoluer, les styles qui existent déjà, c'est d'ajouter cette couleur-là de culture. Je pense que c'est vraiment de même qu'on va voir des différents... Ben, pas des différents styles parce qu'ils sont déjà inventés, mais c'est comme ça qu'on va... Oui, exactement. C'est plus la culture, je pense, qui va s'intermêler dans ces genres de musique-là qui va faire que ça va évoluer. D'accord. Fait que, ouais. OK. Ben, écoutez, je trouve que c'était déjà pas mal comme question. Merci beaucoup. Non, merci à toi. Merci pour les questions. Puis, oui. Bon, les pour questions étaient là pour guider surtout. Mais merci d'être venu. Merci pour ton accueil. Merci. Tu fais très bien. Ouais, c'est ma première fois. Si vous écoutez ça sur Spotify ou YouTube, c'est ma première fois à animer quoi que ce soit d'ailleurs. Donc soyez gentils en commentaire. Merci. Merci pour ton accueil. Pour très bien. Nous allons maintenant accueillir le Camerounais dont on parlait tout à l'heure. Congolais. Togo. Excuse-moi, Togo, je ne savais pas. Non, Cameroun, c'est pas. Oh là là, c'est Camerounais. Donc, commence bien, hein? Il est togolais. Il s'appelle Audric Maufort, c'est ça? Audric Maufort. Audric Maufort, et il est directeur général de la JAFLIP. C'est ça. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Ok. Oui, c'est bien ici qu'il faut parler. Okay. Tu veux y aller? Ok. Je me présente plus comme étant Audric Maufort, développeur de projets de formation, spécialisé dans les énergies, les mines et les industries. Mais finalement, le communautaire, c'est une passion qui est devenue un boulot. Parce que très jeune, j'ai fondé l'ONG qui fonctionne toujours, qui a survécu à son fondateur, qui s'appelle Souris d'enfants, qui travaille justement dans des projets communautaires et humanitaires au Cameroun depuis 2009. Aujourd'hui, je suis directeur général de la jeunesse acadienne et francophone et je suis fier de mon nouveau boulot. Oui. Donc, tu es arrivé il n'y a pas très longtemps, si je ne m'abuse. Ah, il va falloir parler plus fort. Donc, pareil, si vous écoutez ce podcast sur YouTube ou Spotify, sachez qu'on a un public et qui pourront poser des questions bientôt. S'ils veulent, il y aura un micro pour ça. Donc, Audric, il faudra parler un peu plus fort. À ce niveau, c'est bon? Ok. Donc, oui, donc je disais, ça fait pas longtemps que tu es arrivé. Oui. Il me semble que c'était en novembre ou J'ai pris fonction le 31 octobre. Donc, le 31 octobre. C'est un jour. Ah oui, à un jour près quand même, ça va. Mais qu'est-ce qui t'a emmené à l'île du Prince-Édouard exactement? Très bonne question. Qu'est-ce qui m'a amené à l'île du Prince-Édouard? Je vais être un petit peu plus long. Vas-y. J'ai pris un matin mon sac à dos, c'était un 7 juin 2023. Ok. Et je suis arrivé au Canada pour participer à la rencontre des entrepreneurs francophones. D'accord. Donc, j'avais été invité par le patronat québécois. J'avais été invité par le patronat québécois. Oui. Et après 3 jours, ici, parce que je découvrais en fait le voyage, c'était même mon premier voyage hors du Cameroun. D'accord. Hors du Cameroun, oui. Et du coup, j'ai vu un environnement assez différent. Je me suis dit, c'est quelque chose qu'il faut essayer de voir. Ouais. J'ai décidé de rester un moment pour visiter d'abord. J'ai fait 4 ou 5 provinces là, autour du Canada. Ensuite, j'ai posé mes valises à Hamilton, dans l'Ontario. Ok. Et de là, j'ai commencé à regarder les posts sur Internet et je suis tombé sur JAFLIP. Ouais. J'ai postulé pour un poste d'agent, je crois bien. Oui. Et on m'a dit non, il y a juste le poste de direction qui est ouvert. J'ai dit, direction, d'accord. Envoyez-moi la fiche de poste. Oui. Ils ont envoyé la fiche de poste. Je me suis dit, c'est dans mes cordes. Je vais passer l'entretien. Et je suis là au podcast avec vous. Maintenant. Voilà. Et est-ce que quand tu as découvert l'offre d'emploi, est-ce que tu es venu voir l'île ou c'était... Non, je suis pas... Tu es arrivé au 31 découverte? Je suis pas venu voir. J'ai l'habitude de regarder sur Internet. Oui. Et honnêtement, en postulant, j'avais
d'autres offres, toujours de direction générale, D'accord. donc la Gaspésie, Oui. qui était aussi assez proche, Exact. comme j'appelais justement. Mais après, quand j'ai regardé, j'ai trouvé la Gaspésie un peu plus fermée que l'île, parce que j'ai regardé sur Internet des vidéos et tout. Et je me suis dit, l'île, ça va, c'est assez ouvert, Oui. en dehors du pont, où il faut payer $50 pour traverser. Le fameux Ouais, pont. à part le pont, je me dis, l'île Oui. du Prince-Édouard, c'est un endroit à visiter, C'est un surtout endroit à que visiter. j'aime les endroits balnéaires, et l'île, c'est la mer, sans la neige. C'est la mer, c'est l'océan et ça m'a plu. Sans la neige, je ne suis pas sûre. Sans la De neige, ce que j'ai entendu, il y en a quand même. oui, justement, j'adore les endroits balnéaires sans Ah la oui, neige. d'accord. Donc tu t'es dit, je vais essayer balnéaire avec la neige pour voir Ouais. ce que ça donne. Exactly. D'accord. Et donc, ma question pour toi, c'est au niveau de la langue française. Tu viens du Cameroun, j'allais dire du Togo, mais c'est de ta faute. Tu viens du Cameroun. Et est-ce que tu vois finalement une grande différence entre finalement la langue française du Cameroun et la langue française de l'île? Est-ce que en arrivant, tu t'es dit il y a quand même quelques mots que je connais pas? J'ai passé l'entretien avec une Française, une Canadienne. Honnêtement, quand je suis arrivé, je ne comprenais rien du tout. Rien du tout? Presque rien. Vraiment? Genre, je disais oui à ce que je comprenais pas. Parce que l'accent était différent, L'accent, d'accord, oui, c'est assez différent. Surtout l'accent acadien, c'était un peu difficile au début. D'accord. Mais on s'y habitue vite, il suffit de tendre l'oreille. Oui. Donc je pense que le premier mois, c'était un peu difficile, mais je suis entouré des gens quand même ici qui n'ont pas beaucoup l'accent acadien, mais c'est plus un accent un peu francisé, canadien. D'accord. Mais quand je vais par exemple au Nouveau-Brunswick ou bien en Nouvelle-Écosse, là c'est différent. Ah oui? Au début c'était un peu difficile de me faire entendre, ou bien de comprendre ce que les autres disaient, et les accents sont différents, du coup moi c'était compliqué qu'ils comprennent, et eux c'était compliqué que je comprenne. Donc ça a été un peu difficile l'accent. Oui. Mais sinon, dans l'ensemble, je pense qu'aujourd'hui, on se comprend bien. Je comprends parfaitement. Oui, ça va là. Ouais, l'accent acadien et canadien, Oui. ouais, ça passe. Dis-moi, dans ton expérience, donc dans ta fameuse ONG qui se trouve au Cameroun, quelle est l'importance finalement de la langue française dans les activités que, avant bien sûr, tu organisais avec ton ONG, avec les jeunes, auprès des jeunes? Déjà, je voudrais mentionner que le Cameroun, c'est le seul pays avec le Canada bilingue anglais, français. D'accord. C'est le seul au monde. Il n'y a pas d'autre. Donc, j'ai grandi dans un environnement bilingue parce que je viens de la partie anglophone du Cameroun, mais je parle français. On va dire culturellement, je viens de la partie anglophone du Cameroun. D'accord. Donc, la place du français dans mes activités, en fait, c'était pas compliqué parce que mes activités étaient en zone francophone. En zone francophone où tout le monde parle français. Oui. Et les volontaires avec qui je travaillais, c'était des Français de France. D'accord. Donc, ça n'a pas vraiment été un problème ou une barrière. Est-ce que tu arrivais à attirer des jeunes qui, eux, venaient peut-être culturellement plus du côté anglophone du Cameroun? Ma zone d'intervention, c'est dans la zone francophone. Donc, c'était vraiment du côté des francophones, principalement. D'accord. Et comment ça se traduit avec ton travail d'aujourd'hui, où vraiment la JAFLIP, je le rappelle, c'est l'organisme porte-parole des jeunes francophones et acadiens donc, de l'île. Comment est-ce que ça se traduit? Est-ce que tu as du mal à recruter ou est-ce que tu trouves des jeunes motivés? Est-ce que tu vois, peut-être, ça fait beaucoup de questions là, est-ce que tu vois peut-être une différence avec l'attrait des activités anglophones et francophones auprès des jeunes? Comment ça se passe? En l'entame de ma présentation, je pense que j'ai signalé que j'ai finalement, c'est-à-dire mon loisir qui a été le communautaire est finalement devenu un boulot. Oui, donc arrivé à l'île du Prince-Édouard, j'ai rapidement endossé ma casquette de leader communautaire. Oui. Et je pense que j'ai essayé d'aller un peu rapidement au début. Il y a eu de l'intérêt, et il y a toujours de l'intérêt auprès des jeunes.
Oui. Mais je pense que le problème actuellement, c'est sur la concordance des emplois de temps entre les écoles et les activités que j'essaie de mettre en place. J'ai pris fonction, ça fait 4-5 mois. Honnêtement, je suis encore dans le lancement de mon boulot au sein de la JAFLIP. Oui. Donc je ne pourrais pas encore commencer à m'avancer rapidement sur des questions que je n'ai pas vraiment observées de fond. Donc je ne pourrais pas répondre à un certain nombre de questions parce que je commence en fait le travail. D'accord. Prêt à accueillir cet intérêt-là, mais vous prévoyez bientôt peut-être de mettre en place des choses? Jusqu'à présent, après l'AGA que j'ai organisé le mois de janvier, j'ai fait le tour des écoles, c'est-à-dire je parle à des jeunes, j'ai parlé à près de 800 jeunes. 800 jeunes qui sont assez intéressés par les activités que je propose. Mais en réalité, ma démarche, c'est de permettre à ces jeunes Canadiens, oui, de pouvoir faire partie de la jeunesse acadienne, mais pas pour refaire les activités qui se faisaient déjà, mais pour eux-mêmes penser, implémenter, développer exactement ce qu'ils veulent faire. Parce que je me dis, le thème, c'est la ludo-éducation, c'est vrai. Exactement. Donc, s'ils n'aiment pas ce qu'ils font, ils ne feront pas. Donc, il est préférable de leur demander qu'est-ce que vous aimez faire et les accompagner au développement justement de ces activités qu'ils auront implémentées. Et pour eux, ça peut même être une petite formation sur comment structurer, développer des activités soit ludico-pédagogiques. Ça dépendra de ce dont ils voudraient Donc, faire. Le but, c'est vraiment, comme on dit, c'est d'intégrer vraiment une grande partie ludique pour leur donner finalement envie de participer vraiment à ces activités, plutôt que de créer des activités pour dire qu'on crée des activités, mais qui ne correspondraient pas nécessairement à leurs besoins. Oui, intégrer une partie ludique, je pense que c'est pas dans l'esprit de ce que je suis en train de vouloir implémenter avec l'équipe d'ailleurs qui est actuellement constituée, le conseil d'administration. Donc on préfère que c'est eux qui choisissent. Peut-être qu'on peut dire, ok, vous aurez du fun, ça sera ludique, et ils disent non, nous on veut du pédagogique, ou bien on veut autre chose, tu vois. Donc c'est à eux de décider exactement ce qu'ils veulent faire, et en fonction de ce qu'ils vont décider, nous on va les accompagner à l'implémentation de ce genre de projet. D'accord, c'est super intéressant en tout cas. C'est sûr qu'on attend avec impatience de voir les projets qui vont se mettre en place, surtout avec votre nouveau CA. Ouais, j'attends aussi. Oui, tout le monde attend. Ouais. Donc on a hâte, merci beaucoup. Ah, c'est fini? Ça devrait pas. On peut rester encore si vous voulez. Mais merci de m'avoir. Non, on voudrait pas que ça dure trop longtemps non plus. C'est ça. Et on a quelqu'un d'autre derrière. Ah bon? Oui, on a une troisième personne. Allez, c'est pour ça. Mais merci beaucoup. Et je suis sûre qu'on aura le temps de se reparler encore une fois. C'est sûr. Dans ce podcast. Surtout une fois que vous aurez bien avancé sur vos projets. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Merci. On va maintenant recevoir Stéphane Bouchard. C'est bien ça? Tu l'as bien dit. Merci Stéphane. C'est un talent naturel. Stéphane, qui est actuellement agent de communication à la Belle Alliance. Je ne suis pas très certain c'est quoi mon titre. Je crois que je suis gestionnaire d'événements. Gestionnaire d'événements à la Belle Alliance. Ex-directeur. Ex-directeur général de la Belle Alliance. Exactement. Mais également anciennement assistant éducateur. Oui, assistant d'éducation pendant 17 ans pour la commission scolaire. Quand même. Musicien. Oui. Maître brasseur. Sensei en karaté. D'accord. Père de famille. Ça en fait des casquettes? Oui, c'est ça. Oui, hein? Oui. Du coup, on va surtout parler de ton expérience avec l'éducation, entre autres, l'apprentissage de la langue française. Comment est-ce que on essaye finalement de garder les jeunes intéressés par notre belle langue qui est le français. C'est ça, comment on essaye de finalement les garder intéressés, comment on fait pour qu'ils aient envie de parler même entre eux,
en français, alors que on le sait très bien, dans les cours de récré, ça se parle en anglais, on le sait. C'est pas une mauvaise chose, parce que être bilingue, c'est aussi une force. Pour autant, il ne faudrait pas non plus que la langue anglaise prenne le dessus et qu'on oublie finalement le français. Donc finalement, comment est-ce qu'on fait ça? Toi qui as eu 17 ans d'expérience. Ouais. C'est un gros défi parce que les jeunes d'aujourd'hui sont très influencés par les médias. Qu'est-ce qui se passe à la télévision? Qu'est-ce qui se passe sur Internet? Donc, c'est un grand défi. Je crois que c'est un défi partout au Canada, mais encore plus ici à l'île du Prince-Édouard parce que on est entouré, c'est majoritairement anglophone. Donc, c'est évident que c'est un défi. Comment est-ce qu'on intéresse les jeunes à parler plus en français? Je crois que ça devrait commencer à la maison. Oui. Je crois que si déjà là, à la maison, on ne parle pas français, si les parents ne parlent pas français ou ne font pas un effort à la maison, c'est certain que rendu à l'école, quand on est influencé par nos amis, et si c'est majoritairement anglophone, peu importe ce que la commission scolaire va essayer de mettre en place, qu'est-ce que les professeurs vont essayer de mettre en place, surtout à un certain âge, les adolescents, ils veulent faire à leur tête, ils veulent faire qu'est-ce qu'ils veulent. Oui. Alors, c'est encore plus difficile, je crois, pour les enseignants de dire « parle en français, parle en français, parle en français ». Là, ça devient quasiment un jeu de « je ne vais pas parler en français parce que c'est ça que mon professeur veut que je fasse ». C'est très difficile. Moi, avant de déménager à Lille, je ne connaissais pas ce défi de la langue française. Oui. J'ai grandi à Edmundston, au Nouveau-Brunswick, même si le nom Edmundston est anglophone. Edmundston est majoritairement francophone, donc j'ai grandi en français toute ma vie. Donc c'était plus simple, selon toi, parce que c'était la langue majoritaire, donc c'était une évidence finalement. Oui. Alors moi, c'est ça, parler en anglais, c'est difficile. Donc c'était pas... Puis c'est la même chose pour mes enfants. On a toujours parlé en français à la maison. Donc, par contre, mes enfants sont allés à l'école en français et dès, je crois, la 3e ou la 4e année, même s'ils étaient dans une école francophone, ils parlaient déjà très bien en anglais. Oui. Puis aujourd'hui, ils parlent en anglais sans accent. Donc, comment on fait pour éduquer les enfants, les intéresser à la langue française? Est-ce que peut-être ça passe par la création d'un environnement, en tout cas, disons scolaire pour le coup, qui soit vraiment apte à ça? Je crois je crois que c'est le scolaire. Je crois que ça prend beaucoup plus de, je dis influence, mais je crois que c'est ça le mot. Ça prend plus d'artistes, ça prend plus de créateurs, ça prend plus des personnes francophones à Lille qui sont comment on dit, des gens pour influencer. Pour influencer. Influencer. Nos jeunes à Lille ont besoin de francophones influenceurs. D'influenceurs. Donc finalement, ils ont besoin de personnes un peu à qui regarder comme étant des mentors. C'est ce que je voulais dire. C'est ça. Merci. Donc des mentors francophones. Ça nous en prend davantage pour pouvoir influencer nos jeunes. Oui. Je crois que c'est la meilleure chose. Ouais. Oui. Ça prend plus de joueurs de hockey francophones, plus de musiciens francophones, plus de personnes. Puis là, c'est ça. Donc ça prend finalement vraiment aussi un environnement potentiellement inclusif, tout en sachant que à Lille, comme on est minoritaire et donc potentiellement pas assez, je mets des grandes guillemets sur ça, pas assez de monde pour finalement trouver et capter l'attention de chaque jeune. Donc vraiment rentrer sur une démarche d'inclusivité, de dynamisme pour pouvoir aller chercher des mentors francophones ailleurs au Canada ou peut-être même à l'extérieur du Canada, mais en tout cas qui parlent la langue française. Exactement. C'est pour revenir à ta question, qu'est-ce qu'on peut faire? Je me souviens, à chaque année, en septembre, il y a toujours des réunions dans les écoles. J'ai travaillé à l'école sur mer ici, j'ai travaillé à l'école Évangeline. Et à chaque début d'année, on a toujours des
des réunions de groupe. Qu'est-ce qu'on peut faire cette année pour encourager nos élèves à parler français? Donc, il y a beaucoup d'efforts qui est mis dans le scolaire à tous les années, mais je crois que, comme j'ai dit, faut que ça soit inné, il faut que ça vienne de la maison, ça prend des influenceurs. C'est ça. Oui. Je crois pas qu'il y ait de recette parfaite. Non, c'est sûr qu'après, ça dépend aussi beaucoup de chaque jeune. Ouais. Ça, c'est sûr. Et est-ce que, par hasard, tu aurais une expérience, une anecdote à nous raconter sur peut-être un jeune avec qui le français, ça ne fonctionnait pas et qui a pu peut-être découvrir une nouvelle passion pour la langue française, je ne sais Peut-être à pas. travers la musique, peut-être À pas travers la nécessairement. musique. Peut-être pas nécessairement. Ouais, quelques jeunes. J'ai donné des cours de musique. Oui. J'ai donné des cours de musique en privé. Ça m'est arrivé à quelques reprises que j'ai pu accrocher des jeunes sur certaines chansons que je trouvais cool en français. Ouais. Puis selon toi, c'est un bon vecteur, la musique. Ouais. La musique. Ouais. Comme disait Ghislaine, en parlant d'art et entre autres aussi des compétences et du savoir-faire en violon qu'il y a à Lille, l'art finalement serait un bon vecteur pour essayer d'attirer et de rendre la langue francophone attrayante. Mm-hmm. Absolument. C'est quelque chose qu'on a en commun. Si on peut trouver un jeune musicien, puis on peut lui apprendre un artiste francophone qu'on connaît, qu'on aime, puis si on peut avoir ce lien-là entre les deux, ben c'est ça. Ça développe. Peut-être que ça prend alors en effet d'élever entre guillemets un nouvel artiste acadien en plus de ceux qui existent déjà et les faire se lier et avoir pas un nouveau mentor mais quelqu'un qui pourrait inspirer potentiellement les plus jeunes. Oui. Mais écoutez, si je regarde... entrevue, tu fais bien ça. Ah oui, On dirait que je te fais bien parler. Écoutez, c'est une découverte pour tout le monde ici, hein, je vous le dis. Parce que je suis la première étonnée. Vraiment, il me semble qu'on est passé quand même à pas mal d'endroits. Okay. Est-ce que dans ce joli public, on avait des questions, des intéressements peut-être? Vous avez le droit de parler. Oui. On peut déjà manger. Ça, c'était déjà possible avant. Du coup, oui, tu peux continuer à manger si tu veux. D'autres questions, peut-être? Je ne sais pas. Non. Qu'est-ce qui t'amène à Lille aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'amène à Lille aujourd'hui? Pourquoi toi tu es à Lille aujourd'hui? Aujourd'hui spécifiquement ou en règle générale? En règle générale. En règle générale. Ouais. Qu'est-ce qui m'a emmenée à Lille? J'étais entre 2 emplois et quelqu'un de l'Ontario, l'homologue d'Isabelle da Silva-Gilles, directrice générale de la SAFIL. Je connais son homologue de l'Ontario et il m'a dit que Isabelle cherchait quelqu'un à la communication et me voici. Il m'a donné son numéro, on s'est appelé, on a parlé et il se trouve qu'on s'entendait bien et qu'on s'est arrangé et me voici bientôt 1 an à la SAFIL. Ouais, quand même. Tu sais que moi je venais à Lille Prince-Édouard pour 2 ans et ça fait maintenant 26 ans que je suis ici. Waouh! Waouh, quand même. Ça fait vraiment plus que 2 ans pour le coup. Non, mais c'est ça qui m'emmène. Mais je suis toujours à Ottawa. Okay. Je suis toujours à Ottawa, mais je viens à la SAFIL pour présenter apparemment des podcasts. Est-ce qu'il y a une communauté francophone à Ottawa? Oui, il y a une communauté francophone en Ontario même, je dirais. Les Franco-Ontariens. C'est d'ailleurs là-bas que j'ai commencé un peu ma carrière dans le communautaire. Oui, c'était en travaillant à la FESFO
qui est l'organisme homologue de celui d'Audric. Avec Mélina? Avec Mélina. C'est bien ça. Oui. Donc, comme quoi, le monde francophone canadien est petit. Oui. Une bonne partie des gens se connaissent. Bon, je suppose qu'il n'y a pas de questions. Oui, j'ai une question. Oui. Il y a un micro normalement. Viens Madame. prendre ma place. Non, tu peux rester là. Elle veut pas que je l'interviewe, c'est pour Non, ça. non. Donc, j'ai une question. Je crois qu'il est ouvert le micro, jeune fille. Ok. Oui. Jeune fille qui a dit? Oui. Oui, j'ai dit jeune Il fille. est ouvert, ça marche? Oui. Tu m'entends bien? Ok. Ma question, c'est, ayant l'expérience des deux bords, donc scolaire et communautaire. Tu me parles? Oui, toi, oui, c'est pour ça. C'est pour ça que je t'ai dit. Nous avons une question pour monsieur Stéphane. Stéphane, ça va. Donc, Stéphane, ayant eu l'expérience du côté scolaire d'abord et puis maintenant du côté communautaire, et puis on sait que on a la réalité des centres scolaires communautaires, qu'est-ce que tu pourrais nous partager par rapport au rôle des centres scolaires communautaires envers la vitalité de la langue française et puis juste de manière générale l'épanouissement de la communauté? Quel est ton point de vue à ce niveau-là? Quel est le rôle des centres communautaires? Quel serait le rôle? Oui, selon toi, avec ton expérience au niveau du côté scolaire et puis maintenant du côté communautaire, puis vu qu'on a 3 partenaires qui forment les centres scolaires communautaires, centre de la petite enfance, centre communautaire, puis école de langue française. Donc avec ces expériences-là que tu as eues, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur, selon toi, l'impact ou le rôle que jouent les centres scolaires communautaires dans les éléments que je t'ai demandé? Ben, évidemment, le rôle du centre scolaire ici, de la Belle Alliance, le rôle, ben, c'est d'avoir un lieu de rencontre comme on a ici ce soir, un lieu de rencontre francophone. Je crois que c'est ça le rôle majeur du centre communautaire ici, d'avoir un lieu où ce que les francophones puissent vivre en français. Une autre chose, je crois aussi, c'est de dire aux gens qu'on existe. Je crois qu'il y a beaucoup de gens francophones qui ne savent pas c'est quoi le rôle, évidemment, c'est ça la question, qui ne savent pas c'est quoi le rôle du Centre Belle Alliance ou du centre francophone. Alors, c'est d'informer les gens qu'on existe, d'informer les gens qu'on est là pour eux, pour les activités, pour vivre en français. Ouais. Ok. Mm. Bonne réponse. Bonne réponse. Hein? Je crois que sa question était longue aussi. Je sais pas La question je sais pas si j'ai bien répondu à tout, là, mais vraiment, c'est ça le rôle des centres communautaires, c'est de créer un lien francophone où ce que oui. C'est ça, qu'on peut vivre en français, parce que quand on sort d'ici, c'est en anglais partout. Alors, c'est ça. Vraiment, c'est ça. C'est de faire que la Belle Alliance... Moi, je dis toujours, c'est mon centre ici. Mais c'est le centre de tout le monde, vraiment, tout le monde qui est francophone ici à Lille. C'est à vous, ça, ici, là. Alors, c'est ça le rôle. Je crois que c'est le rôle de se faire connaître et de dire que vous êtes chez vous ici. C'est ça. Eh bien, sur ces belles paroles, je vais ajouter que... nous avons une autre question. J'espère que c'est pas pour moi, là. C'est incroyable. Pour vrai? La question, c'est pour Stéphane et Isabelle. Si, mais j'ai une question pour toi. Stéphane vient de dire quelque chose de très intéressant, c'est que quand le jeune sort d'ici, d'ailleurs, c'est l'anglais. Donc ça veut dire en fait que le francophone, finalement, est parfaitement bilingue. Mais quitte de l'anglophone, quelles sont les stratégies qu'on met en place pour amener justement les anglophones à s'intéresser à la langue française et à s'intéresser au bilinguisme dans la société de l'île du Prince-Édouard? Je crois que ça serait une question à demander à un anglophone. Qu'est-ce que les francophones on peut faire pour vous attirer vers nous? Je ne sais pas. À part de ça, comme musicien, comme artiste, moi, je crois que si je pouvais faire quelque chose d'intéressant qui pourrait attirer les anglophones, ça pourrait aider. Mais à part de ça, je ne sais pas. Je pense que cette question, finalement, elle a partiellement été répondue par Ghislaine un peu plus tôt.
C'est ça? Ou Ghislaine, elle va nous rappeler ce qu'elle a dit. Je veux vraiment crier. Non, mais c'est... Stéphane, c'est un musicien de jazz. Tu sais, je le sais parce que je t'ai vu, puis pour longtemps, moi, j'ai travaillé dans les centres scolaires communautaires comme agent de développement. Ouais. Et puis souvent, on faisait l'ensemble de Stéphane Bouchard venir jouer au centre communautaire parce que le jazz est universel. C'est ça. C'est un vecteur qui fait en sorte... C'est comme Stéphane disait tantôt, les arts et la culture sont un vecteur où ce qu'on peut tout se retrouver. Les anglais, peu importe la langue. Je pense que comme tu as mentionné le sport tantôt, tu fais du taekwondo, j'ai-tu bien compris? Karaté? Oui. OK. Ben, tu sais, même chose. Le sport est un autre vecteur que je pense que les... Puis tous ces vecteurs-là, je pense, sont des outils qu'on peut utiliser pour... Tu mentionnais tantôt les jeunes et comment influencer les jeunes. Mais c'est utiliser ces outils-là. Puis je regarde celui-là qui est directeur de l'association jeunesse, que c'est des vecteurs comme ça, je pense, que faut vraiment développer avec d'autres partenaires, peu importe la langue, parce que c'est comme ça qu'ils vont venir. Tantôt, on parlait de l'ouverture des rendez-vous de la francophonie dans une communauté qui est plutôt anglophone. Je pense que si on peut trouver une affaire, un attrait, un vecteur, un outil pour rassembler tous les gens autour de la table, tout le monde va se rencontrer ensemble. Puis c'est comme ça, je pense qu'on va peut-être être capable de vivre ensemble. C'est ça. Dans nos centres scolaires communautaires francophones, avec des gens qu'on va inviter ici aussi. Je pourrais rajouter un élément. Il y a une perception qu'il y a que oui, quand on est francophone, on parle forcément anglais, puis c'est pas le cas. On a beaucoup de francophones qui sont unilingues, et puis c'est souvent, les gens vont penser ça. Et une réalité pour répondre aussi à la question de Audric, c'est une manière aussi d'attirer nos insulaires anglophones. C'est la réalité du fait qu'on a beaucoup de familles exogames. Donc un parent anglophone, un parent francophone. Et puis souvent, c'est intéressant, ils vont prendre la décision ensemble d'envoyer leurs enfants de l'école de langue française. Et puis, ils vont participer aux activités des centres scolaires communautaires, ils vont participer aux rencontres suivant l'âge de leur enfant, que ce soit le centre de la petite enfance, centre communautaire ou l'école. Puis je trouve ça pas mal magnifique parce que du coup, Stéphane l'a très bien dit, un centre scolaire communautaire, c'est un espace de vie en français qui permet, c'est un lieu de rencontre, il a dit exactement. Et donc, c'est une manière de les attirer à un endroit où on va pouvoir être à l'aise et puis se côtoyer. Puis, une technique, c'est que quand tu proposes de la nourriture, effectivement, ça aide aussi à attirer le monde. Oui. Voilà. La nourriture, les chocolats chauds, les petites couvertes, ça, généralement, on a tout misé dessus, en tout cas. Je ne sais pas si ça a vraiment fonctionné. Est-ce que vous avez aimé ça ou pas? Moi, j'ai trouvé ça sympathique. C'était nice. Ouais. Est-ce qu'on peut les garder ou c'est... Non, ça malheureusement. OK, Merci c'est pas des cadeaux de bienvenue. Non, merci de laisser les couvertes en repartant. Est-ce qu'on a encore d'autres questions, peut-être? Commentaires? Merci. OK, on peut passer sur enregistrement maintenant. Bravo. Bravo à Indira, bravo à Solène, bravo à Eva. Et puis, elles ont travaillé super fort pour ce beau projet-là. Et félicitations les filles. Merci d'avoir écouté Éclat de français, l'épisode 1. Cet épisode a été enregistré dans le cadre des rendez-vous de la francophonie et a été financé par la Fédération culturelle de l'Île du Prince-Édouard.